le capitalisme et le protestantisme, c'est-à-dire l'influence du mouvement protestant, parce qu'il y avait beaucoup de flibustiers qui étaient protestants. Donc, l'influence du protestantisme sur la guerre de course, par extension sur le trafic maritime, par extension sur le commerce maritime et par extension sur toutes les lois qui en découlent et même au-delà sur les courants de pensée qui vont influencer le peuple. Ah, salut Marital. Salut, salut. Donc voilà. Et donc ça, c'est le sujet. On reste toujours dans la période à partir des grandes découvertes de Christophe Colomb. Et là, on était particulièrement sur la période du XVIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'a eu lieu la réforme protestante et que de cette réforme-là, eh bien, en est sorti des courants de pensée et avec le calvinisme, donc un courant de pensée protestant, issu de Jean Calvin, pour la première fois dans l'histoire, il a autorisé l'usure aux protestants, donc la pratique de l'usure qui était condamnée avant par l'Église catholique, là, était autorisée dans la doctrine de l'Église réformée, c'est-à-dire du protestantisme, et que le fait de pratiquer l'usure, ça a changé la face du monde concernant le capitalisme et donc les rapports commerciaux. Parce que tout simplement, c'était plus condamné de faire de l'argent par l'intermédiaire du prêt, de l'emprunt et des bénéfices. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour résumer l'influence du protestantisme dans le trafic commercial maritime mondial. Et donc, j'avais donné des précisions concernant la période française. Et là, j'en étais au chapitre suivant. Oui, Philippe, tu veux dire quelque chose ? Non, il y a Didier qui est monté. Là. Coucou Didier. Il y a qui ? Ah oui, Didier. Ok. Super, ça marche. Bonjour à tous. C'est cool, salut. Très bien, c'est cool d'être monté. Hein. N'hésitez pas les autres. Hein, donc, mais j'ai écouté ce qu'il m'a dit le constatiste. Là, fallait en fait tout supprimer, les cookies cachés et tout, là, quand ça bloque sur. Ah oui, d'accord, oui. Moi, si tu avais eu un téléphone, j'aurais pas pu t'aider. Je suis pas du smartphone, tout ça, putain. Mais mais c'est sur le téléphone. Faut le faire pareil, quoi. J'ai utilisé CCleaner sur le téléphone, ça a tout supprimé les caches. Et en fait, c'est bon, ça marche. Bon, écoute, content de te recevoir ici. Merci bien. Du coup, tant que tu es là, si tu as quelque chose à... Enfin, tu vois, si tu as un sujet à lancer, moi, je veux bien interrompre mon exposé, puis tu as la parole, il n'y a pas de souci. Non, là, je t'écoute, hein, c'était un test, je t'ai pas monté spécialement pour dire quelque chose, c'était pour voir si ça fonctionnait, quoi. Je t'écoute. Ok, c'est sympa, ça nous permet justement, tu vois, de maîtriser un peu plus, tu vois, la machine du StreamYard, c'est sympa de ta part. Donc, je continue donc mon exposé. Et donc, je vous avais parlé donc de la partie française. À présent, je vais aborder la partie internationale. Alors, top départ, Focono. Et donc, les autres pays du monde protestant. Pour l'espagnol, les choses sont claires. La flibuste est huguenote. Et il est probable que cette liberté nouvelle des hommes, des échanges, des mers et le courage qu'elle suppose ne devait pas déplaire aux protestants européens. C'est aussi pour expliquer pourquoi ils étaient attirés par le fait de quitter l'Europe de l'Ouest et puis d'aller s'installer dans les nouvelles colonies du Nouveau Monde, particulièrement dans les Caraïbes. Alors donc, sur Terre,
les liens perdureront très tard entre les Huguenots de France, d'Angleterre et des Pays-Bas, que l'on songe seulement aux luttes acharnées de Louis XIII et du cardinal de Richelieu contre les Huguenots, aidés et soutenus par les Anglais, luttes qui se termineront au siège de La Rochelle en 1628. Deux autres populations se lanceront dans la guerre maritime contre l'Espagne. Tout d'abord, les gueux de la mer, ou bien gueux de mer, aux Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire en Hollande et dans les Flandres, qui réussiront à gagner leur indépendance sous le nom de Provinces-Unies. Voilà. Donc, lorsqu'on parle des Provinces-Unies, on évoque toute cette partie-là qui comprend la Belgique, les Flandres, la Hollande, etc. Et donc, la réussite de la révolte dans les Provinces-Unies ne s'est produite qu'après une incroyable répression de l'armée espagnole aux portes de l'Angleterre, ce qui effrayait vivement la nouvelle reine Élisabeth, donc Élisabeth Ière. De plus, cette reine protestante succédait à la reine Marie, Marie la catholique, épouse de Philippe II d'Espagne. L'épopée maritime des protestants français et leur implantation en Amérique du Nord et l'acharnement des Hollandais dans leur guerre de course sur mer ont alors été suivis de l'âge d'or des chiens de mer d'Élisabeth Ière. Donc, vous voyez qu'on parlait de gueux de mer lorsqu'on évoquait les marins, enfin les pirates de la Zélande, des Flandres, des Provinces-Unies, et l'on parlait de chiens de mer d'Élisabeth Ière, donc les anciens John Hawkins, Francis Drake, et tous ces marins explorateurs, mais aussi les nouveaux. Alors la reine réussit le tour de force de soutenir et utiliser les pirates anglais dans leurs méfaits, tout en les canalisant pour qu'ils s'abstiennent de s'attaquer aussi aux marchands anglais, et tout en évitant de trop mécontenter la puissance d'Espagne. Tandis que les conquistadors pillaient les Amériques, les flibustiers français tentaient de prendre leur revanche. Ces richesses, cet or pillé aux Amériques, fut utilisé de différentes manières en Europe. Alors, les Espagnols s'en servirent pour développer une flotte de guerre impressionnante, l'invincible Armada, ainsi que pour construire des palais somptueux comme à Séville. Les armateurs français, alors quand j'entends armateur, ça veut dire propriétaire de navires. Donc les armateurs français utilisèrent leur butin pour développer leur flotte de guerre et le commerce avec le Nouveau Monde. Leurs ports d'attache s'enrichirent comme Dieppe, Le Havre, Honfleur, Saint-Malo, mais le déclic survint lorsque les protestants développèrent leur mouvement. Les flibustiers découvrirent de précieux alliés dans ces protestants qui luttaient également contre le pouvoir du pape, et la flibuste devint une guerre de marins protestants contre des marins catholiques défendus par le pape. Vous voyez bien qu'il y a toujours plusieurs guerres dans la guerre et que les pirates, qui étaient aux Caraïbes, qu'on appelle les flibustiers, donc les flibustiers qui étaient protestants, luttaient aussi contre les flibustiers qui étaient catholiques. Il y a toujours des raisons propres qui faisaient qu'il y avait plusieurs conflits à l'intérieur d'une guerre, quoi. Alors, il est clair que le pape avait eu tort de donner le monopole des relations avec les Amériques uniquement qu'aux Portugais et aux Espagnols,
comme je vous le disais au début de cet exposé, lorsque je faisais un petit résumé de la situation, à partir des grandes découvertes. Mais le pape ne pouvait pas revenir sur sa décision sans révéler le poteau rose. Le protestantisme réunit dans un même réseau les flibustiers français et les prises de guerre financèrent le mouvement. Alors, après la chute des Templiers et la confiscation de leurs biens, les propriétés des abbayes et des communautés monastiques que le roi ne pouvait pas confisquer furent, comme le reste de la société, profondément bouleversées par les épidémies de peste, puis par la guerre de 100 ans. Les moines, victimes de la peste pour avoir soigné les malades, les servit de nombreuses abbayes dont les terres furent rachetées par la noblesse catholique, mais cette source de richesse était peu conséquente par rapport aux lingots d'or et d'argent, aux barils de poudre d'or pris par les flibustiers protestants sur les navires portugais et espagnols. Vous voyez bien que dans ce cas de figure, là, on nous montre des clans, hein, donc les protestants contre les catholiques, les Espagnols contre les Français ou les Anglais. Mais en fait, il s'agit des mêmes personnages, des mêmes personnes. Il s'agit de gens qui veulent le pouvoir par l'accumulation de richesses, par l'argent, de manière à être propriétaire et, par conséquent, d'avoir un monopole de richesse, de confort et de pouvoir par rapport à d'autres classes de population. Vous voyez ? Donc, il faut toujours se méfier lorsqu'on vous présente des adversaires. Regardez si les adversaires ne sont pas les mêmes. Dans la dialectique, dans l'idéologie. Je prends là récemment aux États-Unis, les élections aux États-Unis, où on a opposé Trump à un adversaire, mais ces personnages ne sont-ils pas les deux faces de la même pièce, vous voyez? Donc, on en revient toujours aux mêmes problématiques fondamentales. Hein. Donc, je poursuis ce chapitre. Donc, une première étape fut la lutte contre les protestants français et, logiquement, l'élimination de ces derniers commença par l'assassinat de l'amiral de Coligny, chef des protestants qui organisait d'une manière officielle la flibuste protestante contre les Espagnols et qui avait une influence sur le jeune roi Charles IX, ce que ne supportait pas sa mère, Catherine de Médicis, fervente catholique. Et cet assassinat marque le début de la Saint-Barthélemy et le massacre des protestants à Paris. Les protestants français durent quitter le pays, mais ils durent prendre leurs richesses facilement avec eux, car celles-ci étaient surtout mobilières. Or, pierres précieuses, poudre d'or, argent pris sur les galions espagnols, et ils purent transporter donc leurs richesses à l'étranger grâce à la flotte protestante des flibustiers. Donc vous voyez en quoi les pirates ont été aussi les fers de lance de cette dialectique-là de capitalisme financier et spéculatif. Vous voyez, tout le monde veut sa part du gâteau. Hein. Et donc, ces flibustiers protestants rallièrent en nombre les Pays-Bas pour poursuivre leur commerce et leur industrie, et les flibustiers protestants hollandais prirent le relais des Français. La flotte espagnole, pour se protéger, dut demander à l'infanterie d'aller occuper les ports hollandais. Cette fois-ci, le roi de France se trouva cerné
par les Espagnols au nord et au sud. La flibuste protestante se poursuivit alors en Angleterre et la reine Élisabeth Ier rassembla ses flibustiers dans la marine royale anglaise. Drake en fut le porte-drapeau le plus fameux et la marine anglaise parvint à cible armada. Une bonne partie de la richesse des Amériques disparut pour les Espagnols dans ce désastre maritime. Alors, Drake était un explorateur qui prenait la liberté de piller les navires qu'il rencontrait sur son passage. Alors, les navires de toute nationalité, y compris de sa propre nationalité. Mais comme la reine Élisabeth Ier d'Angleterre était une vipère malicieuse, calculatrice, maléfique, démoniaque, pervers, vicieuse et machiavélique, avait utilisé cette ruse d'utiliser Drake pour piller justement les bateaux des nations ennemies. Et pour arriver à ses fins, la fameuse Élisabeth Ier d'Angleterre a anobli cet explorateur, ce marin, ce pirate. Elle l'a anobli de manière à l'avoir dans sa poche. Et donc, par le fait d'être anobli, eh bien, Drake refusa de piller les bateaux anglais et donc faisait des alliances avec d'autres marins pour se constituer une petite flotte de pirates qui allaient donc piller en mer. Et Drake n'a pas servi qu'à ça, parce qu'il a eu un rôle important quand même, c'était un explorateur, et il a passé le Cap Horn, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un exploit, hein, de passer d'un océan à l'autre, c'est-à-dire de l'Atlantique au Pacifique. Et donc, ce qui a fait aussi sa renommée, hein, son prestige, hein, à ce Drake. Et il a aussi participé à une des plus grandes victoires de l'époque de la marine anglaise sur la marine espagnole, justement, lors de cette bataille de l'invincible Armada, pas si invincible que ça, puisque cette flotte espagnole, donc qui était positionnée dans les mers du nord, des Provinces-Unies, eh bien la bataille a eu lieu donc entre la Hollande et l'Angleterre, et Drake a participé à cette bataille navale qui a vu l'invincible Armada défaite complètement. Et pour aussi une des raisons qui a permis à l'Angleterre, qui était en effectif minoritaire, hein, par rapport à la flotte d'Espagne, hein, mais cependant, il s'était produit un phénomène révolutionnaire à cette période-là, c'est que qu'un fondeur de cloches autrichien a utilisé ses talents de fondeur pour travailler pour les Anglais, pour créer une nouvelle sorte de canon, une artillerie beaucoup plus puissante que ce qui existait à l'époque. Et ce fondeur autrichien a créé le fameux canon à 3 fûts anglais, qui avait une charge beaucoup plus importante et une distance de frappe beaucoup plus importante. Et donc, c'est aussi grâce à cette avancée technologique dans l'artillerie,
avec ce fût, à 3 fûts, pardon, que la flotte maritime anglaise a pu remporter cette bataille, la flotte espagnole, dite l'invincible Armada. Et donc, en France, à travers les guerres de religion, les nobles et surtout les dirigeants du clergé catholique purent s'emparer d'une partie de la fortune des protestants. Louis XIV put enfin, comme ses collègues d'Espagne et du Portugal, se bâtir un palais fastueux, imité en cela par les familles des cardinaux qui avaient raflé les biens des protestants après s'être appropriés les biens des pays et des anciennes villes libres. Vous voyez que les vautours, on les retrouve partout, hein, dans le monde oligarchique, dans la noblesse, dans les familles des oligarques et dans ces capitalistes qui ont accumulé des recherches par des biais plus que douteux. Hein. Et donc, Richelieu, Mazarin, le cardinal de Rohan, etc., devinrent du jour au lendemain les personnes les plus riches du royaume et certains construisirent dans leur province de véritables palais. La noblesse catholique réussit ainsi une mainmise complète sur le clergé et la richesse prise aux protestants et aux abbayes fut investie en palais et en biens immobiliers, ce qui n'empêcha pas le règne du roi Soleil de finir dans la misère, tant les guerres d'Espagne avaient ruiné le royaume, vu que, sans sa flotte protestante, il n'y avait plus d'or provenant du pillage des galions espagnols. Dans les autres pays européens, les protestants investirent leurs richesses dans l'industrie naissante et l'Angleterre devint la première puissance industrielle avec les restes de l'or provenant du Nouveau Monde et subtilisé aux Espagnols par les protestants, puis par sa marine royale composée d'anciens flibustiers. L'industrie représenta le moyen pour les protestants d'établir une puissance capable de rivaliser avec les pouvoirs catholiques aux ordres du pape, mais le pouvoir catholique français préféra camper sur ses positions et les dirigeants, principalement ceux du clergé, ne se soucièrent guère de développer les industries, tout comme une marine de guerre, d'autant qu'ils n'en avaient plus les moyens, ayant tout investi dans l'immobilier. Si vous avez bien assimilé ce passage, vous voyez bien qu'on en est toujours là actuellement. Et donc, la stratégie du mouvement protestant pour investir dans l'industrie naissante prenait en considération l'échec des guerres de paysans. Nourris de prédications contestant les richesses du clergé et de l'Église romaine, les révoltes des paysans tentaient de retrouver l'ancienne organisation en réseau du temps des cathédrales qui avait permis un développement considérable des campagnes et des villes. Mais ces révoltes paysannes ont rarement trouvé le soutien des villes contre les serviteurs des rois. De plus, le mouvement protestant est avant tout une contestation des excès du système de pouvoir théocratique de la papauté de Rome et notamment des crimes commis par l'Inquisition. Ce mouvement a, semble-t-il, manqué de base spirituelle pour éliminer les dogmes de l'Église catholique et remettre en place un mouvement spirituel fondé sur le savoir global et la première source de savoir initiatique. Pour contester l'ordre établi, les protestants ont compris que l'œuvre sociale et économique d'une nouvelle chrétienté devait passer par les progrès des
technologies et des sciences. Ces progrès matériels allaient permettre l'éradication de la misère et l'élévation du niveau de vie des populations. Les premiers industriels exerçaient auparavant les métiers d'artisans, mais ceux qui avaient le plus de capital pour construire des usines étaient commerçants, et parmi eux, les plus riches étaient armateurs, c'est-à-dire propriétaires de navires et négociants du trafic maritime, c'est-à-dire spéculateurs financiers, quoi. Et les plus riches parmi les armateurs étaient ceux qui, à côté du commerce, faisaient ou avaient fait de la flibuste pour ramener l'or et les richesses d'Amérique centrale ou du Sud. Je vous rappelle que le fameux corsaire français de Saint-Malo, donc breton, pour plaisir aux Bretons, mais le plus fameux des corsaires malouins français, c'était Surcouf. Enfin, on dit que c'est Surcouf, le fameux corsaire, et Surcouf faisait partie d'une famille de riches armateurs. Il était armateur lui-même. Et donc, il faisait de la spéculation financière. C'était des capitalistes. C'était des bourgeois cossus, hein, qui vivaient dans le confort, hein, et donc qui vivaient sur le dos des richesses pillées aux Amériques. Hein. Donc, le partage du monde par le pape dans le traité de Tordesillas explique aussi pourquoi les rois catholiques français se désintéressèrent d'une marine royale qui n'aurait pu que provoquer des conflits avec le pape en brisant cette interdiction, voire l'excommunication du roi lui-même et la nomination par le pape d'un autre roi plus dévoué, même si politiquement ce n'était plus guère possible. Alors, pour les rois de France, la seule solution pour coloniser le Nouveau Monde sans trahir ce traité, c'était d'aller explorer le Canada, dont Espagnols, Portugais et Papy compris n'avaient que faire. C'est pour ça que voilà, on a pu il put y avoir une influence française au Canada. Et d'ailleurs, ça s'est appelé la Nouvelle-France. Hein, le Canada, pendant un bout de temps, ça s'appelait la Nouvelle-France. Voilà. Mais donc, du coup, les protestants ou les anglicans anglais, ils commençaient à prendre le même chemin. Alors, si depuis... donc, si en 60 ans, nous avons accumulé plus de connaissances qu'en 5000 ans, à nous de trier, sélectionner pour découvrir le puzzle de notre histoire et devenir capable de bâtir un avenir à la hauteur de l'espoir des êtres humains. Voilà, donc la mentalité des dirigeants français reste encore empreinte de ces querelles du passé et nos éternels retards économiques, depuis que nous avons pris en retard le train du développement industriel, s'expliquent depuis que le pouvoir royal, avec la complicité du pape, a détruit une économie en réseau organisée par les moines bénédictins et les ordres chevaliers qui les avaient créés à partir du savoir des temples égyptiens que ces moines avaient pu préserver. Voilà. Et donc, la pire conséquence de cet acte de Philippe le Bel en 1307 contre les Templiers fut la mise à l'écart des marins français par le pape sur les mers du globe et l'interdiction qui leur fut faite par le pape de continuer à se rendre aux Amériques. Donc, on avait déjà pris du retard. Et la France fut ainsi privée de la principale source de richesse de cette période, l'or du Nouveau Monde, et
elle dut batailler ferme pour tenir place face au royaume dont les marines allaient officiellement dans ce nouveau monde où, officiellement, pillaient les galions espagnols et portugais qui en revenaient. Alors, les rois français préférèrent garder leur trône et rester passifs face à la stratégie des papes tout en refusant la solution présentée par le mouvement protestant. Le peuple français sortira de cette passivité en se révoltant et en instaurant la République qui gère la nation une et indivisible dans laquelle le pouvoir du pape n'a plus rien à faire et les catholiques n'ont plus le pouvoir de décider seuls selon les volontés du roi catholique ou du pape. Mais que de temps perdu alors que l'alternative de reprendre l'organisation du temps des cathédrales aurait permis et au roi et au peuple un développement incomparable. L'histoire s'accorda un brin de revanche lorsque la Constitution des États-Unis d'Amérique, sous la férule de George Washington, reprit d'une part la Constitution de la Confédération des Nations iroquoises et d'autre part les idées de la franc-maçonnerie, mouvement savant qui s'attache à garder en mémoire le savoir provenant de l'Égypte antique et transmis à travers l'histoire juive jusqu'aux communautés esséniennes, zélotes, nazoréennes, puis par l'ordre templier et le mouvement bénédictin, les protestants, les charbonniers des forêts du Haut-Doubs, en contact avec les protestants de Genève, jusqu'aux Philadelphes de Besançon, les Philadelphes de Besançon, Briot, puis Victor Hugo, Charles Nodier, Kléber, architecte militaire, devenu général révolutionnaire, avait fréquenté le mouvement des charbonniers du Haut-Doubs, dont les Philadelphes sont issus. Voilà. Alors donc, dans ce système financier, très vite, les banquiers peuvent se réunir pour pousser les rois à se faire la guerre, à emprunter pour lever des armées de mercenaires, puis pour le vaincu, à emprunter et reconstruire son royaume. Donc vous voyez que cette dialectique, elle est déjà mise en place très tôt. Comprenez, c'est ce qui se passe. Hein. Les guerres qui ont lieu actuellement, c'est pareil. Hein. On détruit, donc on ruine l'économie et les États sont obligés d'emprunter pour reconstruire les pays qui ont été soumis à la guerre, au bombardement. Hein, je pense à la Syrie là récemment, mais voilà tous les pays qui sont en guerre et qui se font bombarder de par le monde. On en est aux mêmes situations pour les mêmes, à cause des mêmes, quoi. Hein. Donc vous voyez même ceux qui diffusent l'idée qu'il faudrait remettre tout sur le dos de la franc-maçonnerie. Non, pas tout. La franc-maçonnerie n'est qu'un élément, n'est qu'un pion de ce phénomène-là. Hein. Et donc, comme je vous disais, les banquiers font ainsi des fortunes fabuleuses en plongeant les peuples dans la misère et la dévastation. Mais c'est leur loi de l'argent et de la maximisation de leur profit. Donc, si vous voulez, là, on peut faire une pause. Je veux même dire que il est 12h35. Je peux même achever cet exposé pour aujourd'hui. Hein. Je peux reprendre la suite demain. Tout dépend de comment on va organiser le programme qui vient. Mais pour l'heure, du coup, on va faire une petite pause musicale